seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Les fidèles laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire entendent jouer pleinement leur rôle au sein de l'Église et de la nation, en communion avec l'épiscopat. Ces laïcs sont regroupés au sein du mouvement national laïque que dirige le professeur Louis Abois, président national du mouvement laïque. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, professeur. Bonjour à vous. Avec lui, des membres du mouvement national laïque. Nous avons le professeur Aka Dago Akribi Hortense, présidente nationale du Conseil Église et Société. Bonjour à tous. Madame Marceline Béda, présidente nationale de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bienvenue, Madame Béda. Merci. Bonjour à vous tous. Monsieur Clotaire Obo Kwadio, il est le président national de l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu. Merci. Et pour le cinquième invité, nous avons le professeur Ala Dela André. Il est le président du Conseil national éducation et formation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu. Je vous remercie. À tous et à toutes, bienvenue à ce magazine d'information réalisé par La Voix de l'Espérance et Espérance TV sous la supervision de la Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il porte sur l'actualité de l'Église pour l'année 2021-2022. En 52 minutes, 5 grands axes seront développés. Le premier axe, l'Église et la vie de la nation. Le deuxième, la politique d'action de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. En troisième point, la contribution des femmes à la vie de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et puisque nous avons des hommes sur ce plateau, nous parlerons également de la contribution des hommes à la vie de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et nous terminerons par la formation. Merci de nous suivre sur La Voix de l'Espérance et Espérance TV. Professeur Louis Abois, président national du mouvement laïque, avec vous, nous ouvrons les échanges avec le premier axe, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et la nation. Des notions comme paix, liberté, justice, valeurs reviennent très souvent dans les discours du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, évidemment dans vos discours également, président des laïcs, professeur Abois. Quelles sont les contributions de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour aider la nation à accomplir ou à réaliser ses vœux? Je voudrais rendre grâce à Dieu, maître du temps et des circonstances, qui, dans sa souveraineté, a guidé nos pas tout au long de l'année 2022 et qui nous permet aujourd'hui de faire cette émission. Il est opportun de rappeler que l'article 3 des statuts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire stipule que l'EMUCI a essentiellement pour but de perpétuer, de propager dans la communion de l'Église universelle la foi chrétienne par la parole, les témoignages, les actions sociales et humanitaires. Alors, ce but-là est une émanation de la vision missionnaire qui comporte 3 axes. Évaluation par la parole, l'évaluation par les actes, l'évaluation par les œuvres. Dans ce registre-là que s'inscrivent toutes les actions qui sont menées par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et notamment les différentes interpellations, les différents discours, les différentes adresses que le bishop fait à l'endroit des décideurs, n'est-ce pas, au niveau de notre nation et à l'endroit du monde entier. Alors, il faut dire que notre pays a connu donc des crises pré- et post-électorales qui ont conduit, n'est-ce pas, à mettre en place un climat social délétère. Face à cette situation,
l'Église méthodiste Côte d'Ivoire, dans sa vocation de sentinelle, n'est-ce pas, met un point d'honneur, n'est-ce pas, à l'importance de la vie. Et cela se décline, j'allais dire, en 3 points. Lesquels? Notamment la sauvegarde de la procréation, la protection de la vie et la garantie des générations futures. C'est donc pour cette raison que l'Église, tenant compte de ce qui s'est passé, donc de ce climat délétère, l'Église interpelle, n'est-ce pas, les uns et les autres à accepter dans un premier temps l'existence de ce climat-là. Dans un deuxième temps, à accepter le pardon, de pardonner, et dans un troisième temps, à accepter de mettre en place un processus qui puisse conduire à la guérison intérieure. Alors concrètement, quelles sont les actions qui ont été posées sur le terrain? On sait que l'Église a eu à organiser des campagnes pour la paix, il y a eu des caravanes, etc. Est-ce que nous pouvons avoir concrètement ces actions-là que l'Église a eu à poser pour accompagner la nation dans ce processus de paix, dans ce processus de liberté, etc., pour le bien-être des populations? Il faut rappeler que, dans un premier temps, les adresses sont faites à la faveur du culte de clôture de la conférence, des assises de la conférence ordinaire, oui, du culte de longue veille, oui, donc le 31 décembre de chaque année, oui, et puis de manière ponctuelle lorsque des situations se présentent. d'accord. Et également des campagnes de sensibilisation à la culture de la paix sont menées avec comme cheville ouvrière la Direction générale de la communication, oui, et le Conseil Église et Société. Et notamment, je crois, à la faveur de la journée de la paix. De la paix. Oui. Voilà, qui se tient chaque année le 15 novembre dans notre pays. Oui. Voilà. Des rencontres sont faites aussi avec, n'est-ce pas, les différentes couches sociales, n'est-ce pas, pour les interpeller, pour les sensibiliser, n'est-ce pas, à mettre en place un climat qui puisse favoriser la promotion humaine. D'accord. Alors, ce sont plus des actions de sensibilisation. Des actions de sensibilisation. D'accord. Voilà. Merci bien, Président des laïcs. Alors, nous abordons à présent l'axe 2 de notre rencontre, la politique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et c'est avec tous les invités sur ce plateau. Quelle est justement la politique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire? Comment est-ce que vous la définissez? Comme je disais tantôt, cette politique est basée sur la vision missionnaire de l'Église qui a été convertie en plan stratégique. Et ce plan stratégique comporte 4 axes. Le premier, il concerne donc l'évangélisation, je crois, il y a par la parole. Par la parole. L'évangélisation par les actes, l'évangélisation par les œuvres et les ressources. Et à ce niveau-là, nous avons ressorti, n'est-ce pas, compte tenu du fait que nous mettons un accent particulier au niveau de l'Église sur l'appui aux couches les plus défavorisées de la société, n'est-ce pas, sur les femmes, les jeunes, notamment les veuves et les orphelins, les veufs également, parce qu'il ne faut pas les oublier, bien sûr. Et puis, dans cette même dynamique, il faut dire que l'éducation et la formation occupent une place importante. Parce que pour amener les gens à s'approprier les valeurs que l'Église enseigne, il faudrait dans un premier temps, n'est-ce pas, dresser un cadre qui puisse leur permettre, n'est-ce pas, d'acquérir des notions de base. Et l'Église, dans sa vocation de sentinelle, n'est-ce pas, accompagne l'État
n'est-ce pas, en matière d'éducation et de formation, d'une part, au plan sanitaire, et puis dans les œuvres humanitaires, les œuvres sociales, en termes de mise en place et de conduite de projets, n'est-ce pas, de projets sociaux qui puissent permettre, n'est-ce pas, aux différentes couches de la société, n'est-ce pas, de se prendre en charge, dans le cadre de ce que nous appelons au niveau de l'Église, le développement holistique. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est dans le cadre de ce développement holistique que chaque année, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, on va dire, se donne des orientations à travers les thèmes qu'elle se choisit. Et on se souvient de ce thème sur la condition sociale et les problèmes d'héritage de la veuve, du veuf et de l'orphelin. Oui. Un thème qui a été étudié, on va dire, sur 2 années consécutives. Effectivement, il faut dire que le bishop, prenant comme point d'appui le synode de Koumassi, c'est dans les années 80, n'est-ce pas, a proposé, n'est-ce pas, à la conférence de réfléchir dans un premier temps sur la condition sociale et les problèmes d'héritage des veufs et des orphelins, et dans un deuxième temps, l'Église et les traditions, pour aller plus loin. Alors, je crois qu'à ce niveau-là, je vais, avec votre permission, oui, la présidente demander à la présidente du Conseil Église et Société, professeur d'intervenir. Akadagwa Akribio-Hortense, avec nous sur ce plateau, justement, parlant de la veuve et de l'orphelin. Au départ, c'était la veuve et l'orphelin, et maintenant, plus tard, il était question du veuf. Alors, pourquoi introduire la notion du veuf? Oui, alors c'est une question qui est très pertinente parce que quand on regarde ce qui est dit et ce qui est fait, même dans les actions sociales dans nos églises, c'est d'abord la veuve. On entend parler de la veuve, on entend parler de l'orphelin. Ils reçoivent souvent des kits, ils reçoivent souvent des présents, mais dans le but justement d'apporter une réponse plus pérenne, l'Église, la conférence a choisi un thème qui portait justement sur ces populations vulnérables, et il s'agissait en fait de parler de ce thème, mais bien plus de prendre en compte nos réalités locales. Ce sont des questions de société, et lorsqu'on parle de questions de société, il y a toujours une coloration, qui est une coloration locale qui permet d'apporter une réponse adaptée et qui vise effectivement à aider ces personnes qui ont des problèmes particuliers. Donc, vous avez dit que cela a pris 2 ans. Oui. 2 ans parce que déjà la première année, on était en pleine période Covid, et vous savez que les activités, oui, les activités n'étaient pas à leur fort en termes d'imprégnation. Cela était un peu difficile, mais on a pu se réunir pour poser le problème. Quelle est la question sociale concernant la veuve et l'orphelin? Quelle est la question de l'héritage? Parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de vicissitudes, beaucoup de difficultés pour ces personnes de pouvoir vivre et avoir une qualité de vie positive après le décès du père, après le décès de l'époux. Mais on s'est rendu compte que la question allait plus loin parce que les veufs également qui perdaient leur épouse étaient touchés par des problèmes aussi qui étaient des problèmes de niveau social, des problèmes de niveau juridique, des problèmes de niveau psychologique, des problèmes économiques. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc partir à la base, et c'est ce qui a été fait, avec le soutien d'un comité scientifique qui a travaillé sur une façon pratique d'aller au plus près des populations, c'est-à-dire on est parti à la base avec les classes méthodistes, avec les personnes qui travaillaient au niveau des circuits, au niveau des districts, au niveau des synodes. Il y a eu des échanges pour faire remonter les réalités. Et on sait que la réalité du Nord n'est pas celle du Sud, ni celle de l'Est ou de l'Ouest. Et c'est à partir de toutes ces réflexions qui ont été remontées, qui ont été présentées aux différentes conférences qui ont eu lieu, on a pu sortir 6 projets.
6 projets qui permettent de pérenniser l'action apportée pour que ces personnes-là puissent avoir une vie de qualité et pour que les orphelins puissent aller à l'école, que les veuves puissent subvenir aux besoins de leur entourage et en particulier des enfants, et que les veufs également, qui sont dans les difficultés, puissent aussi devenir autonomes et avoir une qualité de vie. Alors, professeur Akribi, avant d'aborder les 6 axes que vous avez retenus lors de vos travaux, dites-nous concrètement sur le terrain, quels ont été les soucis des veuves, des orphelins et des veufs que vous avez rencontrés? Alors, sur le terrain, ce qui nous est remonté est venu de la base. Effectivement, dans les églises locales, quand vous regardez bien les dispositions qui sont prises au niveau de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, il y a des actions qui sont faites en faveur des veuves, en faveur des orphelins, lors de différentes journées qui existent au niveau de notre lectionnaire. Et donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de veuves qui étaient rejetées du fait du veuvage. On a vu qu'il y avait également beaucoup de traditions qui étaient des traditions qui étaient assez difficiles à supporter pour ces veuves. Et on parle souvent, lorsqu'on revient sur un point de vue théorique, de violences même basées sur le genre, parce qu'elles ont un traitement, ces veuves, qui défie toute violence et qui ne leur permet pas d'être épanouies, parce qu'elles sont souvent accusées d'avoir tué l'époux, elles sont souvent accusées de ne pas avoir joué la bonne partition pour que la vie de leur époux soit encore d'actualité. Et elles sont rejetées. Les enfants eux-mêmes qui deviennent orphelins subissent aussi un lourd tribut. Donc, tout ce qui a été fait pratiquement par les parents pour que les enfants aient une vie qui soit une vie de qualité, tout cela tombe à l'eau du jour au lendemain. Et ces enfants vivent une grande angoisse, ils sont perturbés. Et même lorsqu'on allait plus loin dans les réflexions, on a vu que l'Église, dans son entièreté, a effectivement mis en place un moyen d'accompagner les personnes endeuillées. Mais cela va s'arrêter à quoi? Cela va s'arrêter à la veillée, cela va s'arrêter aux visites, cela va s'arrêter à l'enterrement. Et après l'enterrement, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Et ces personnes-là nous ont fait remonter toutes ces difficultés, mais on a eu également tous les éléments qui portaient sur comment vivre le veuvage. Est-ce qu'il faut continuer de porter l'alliance? Est-ce qu'il faut l'enlever? Est-ce qu'il faut que l'Église pense à une cérémonie pour pouvoir gérer tous ces problèmes? Beaucoup de questions sont ressorties. Et on s'est rendu compte au final que le problème de la veuve, de l'orphelin et donc du veuf, ce n'était pas qu'un problème social. Il y a tout le problème spirituel, il y a toute la question psychologique, il y a toute la question juridique, vous avez parlé d'héritage, il y a toute la question économique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment apporter une solution pérenne? Et donc, c'est dans cette vision qui est partie de tout ce qui a été fait par les différents districts de notre Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Tous ces éléments sont remontés, que l'Église qui est dans la société, a donc mis les grandes lignes et les grands points qui sont importants pour pouvoir apporter une réponse qui peut être une réponse en tout cas qui permettra à ces populations qui sont véritablement vulnérables de vivre décemment. D'accord. Alors tout à l'heure dans vos propos, vous avez parlé justement de est-ce qu'ils font lever la bague et autres. Je crois que cette question a été abordée même par des districts lors de synodes. Et avec vous, on verra s'il le faut ou pas. Mais en attendant, je me tourne vers la présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, Madame Marceline Béda. Avec vous, vous avez des veuves au sein de votre union. Alors, si oui, quelles sont leurs conditions actuelles de vie et les actions définies vont-elles répondre, selon vous, à leurs besoins? Quelles sont leurs conditions actuelles? Merci beaucoup. Il faut dire que nous avons effectivement beaucoup de veuves dans nos rangs. Et ce dossier, ce thème qui est en train d'être traité depuis 2020-2021, vient à point nommé. Et les veuves se sentent vraiment soulagées. Elles pensent que l'Église a vu juste de pouvoir retenir ce thème et que désormais,
des cœurs vont être touchés pour que la maltraitance diminue. C'est ce qu'elle pense. Ok. Et nous pensons qu'effectivement, cela va aller. Elles se sentent soulagées. Vous avez eu l'occasion d'être en contact avec des veuves qui vivent réellement ces situations-là? Des veuves qui ont été chassées par la belle famille, qui se retrouvent quelquefois chez un parent qui lui-même n'est pas très bien logé. Et quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces veuves vivent, ça fait mal. Et l'Union a déjà eu à agir, à poser des actions directement? L'Union, qui fait beaucoup du social, intervient beaucoup auprès de ces veuves pour leur apporter pas seulement ce qui est matériel, mais surtout prier avec elles. Leur donner des paroles d'encouragement. Les inviter à prendre part aux activités de l'Union. Ces activités font oublier quelquefois les soucis qu'elles ont. Quand vous êtes très engagé, vous ne vous souvenez plus de tous ces problèmes. Donc nous les invitons à rejoindre nos rangs en les assistant, en leur apportant ce qu'il faut, le plan matériel, et elles se sentent soulagées. Et elles déclarent souvent qu'il est avantageux de travailler dans le Seigneur, dans l'Église, et précisément au niveau de l'Union. D'accord. Alors très souvent, les personnes les plus adulées, encouragées sont les femmes et les enfants. Les hommes, on se dit, ce sont des chefs, ils ont assez de carrure pour faire face à cette difficulté. Est-ce vraiment le cas au sein de votre organisation? Et vous êtes en contact avec des veufs? Oui, merci, madame. Il faut dire, comme je le répète toujours, quand on parle de veuves et d'orphelins, ça veut dire que le père est parti. Donc, comme il est pratiquement de coutume que très souvent, c'est les hommes qui partent les premiers avant les femmes, c'est d'une façon générale, hein? C'est un constat. Ah bon, hein? C'est un constat. D'accord. Voilà, c'est un constat. Alors nous, pendant ces 2 années, nous avons mis l'accent sur ce que les hommes doivent faire pour faire en sorte que les enfants, quand le moment advient, ils puissent trouver de quoi se prendre en charge. D'accord. Donc nous, c'était ça notre bataille. D'accord. Il faut pouvoir permettre aux enfants de faire de bonnes études. Il faut pouvoir faire des provisions, par exemple au niveau des banques, des assurances et tout ça, pour permettre que cela puisse permettre aux enfants de se prendre en charge le moment venu. D'accord. Et nous avons dit, mais bien sûr, pour les actions sociales, nous en faisons beaucoup au cours de nos journées, au cours de nos sorties. En direction des veuves ou des veufs? En direction des veuves et des orphelins. D'accord. Parce que nous disons que les hommes, dans tous les cas, peuvent, d'une manière ou d'une autre, se prendre en charge. Mais les veuves et les orphelins, c'est vraiment désastreux, comme mes pères l'ont dit tout à l'heure. Dans les villages, c'est vraiment difficile pour les veuves et les orphelins. Parce que non seulement ils peuvent être en porte-à-faux avec la famille du défunt, mais les critères de veuvage sont tellement drastiques que vraiment c'est très difficile pour les femmes, pour les veuves. Nous vivons ça dans nos villages, nous vivons ça dans nos familles. Alors, dans votre organisation, il y a plus d'actions en direction des veuves et des orphelins que des veufs. Oui. Dans tous les cas, les hommes, ils réussissent toujours à s'en sortir, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Alors, professeur Akribi nous dira si c'est vrai ou faux, même si... qui a eu à travailler sur la question. Oui. D'accord. Bon, docteur va prendre le micro, mais pour nous, il faut mettre l'accent sur les femmes. Sur les femmes. Et les enfants. Et les enfants. D'accord. Voilà, les veufs. Bon, effectivement, comme le président l'a dit, beaucoup d'hommes m'ont interpellé pour me dire, mais président, nous travaillons pour les veuves et pour les orphelins. Et nous-mêmes, il y a des veufs parmi nous. Qu'est-ce que tu fais pour nous? Ben oui. J'ai dit, vous êtes assez grand pour vous prendre en charge. Voilà. Bon, ça, je dis ça, c'est une boutade. Oui. C'est une boutade, mais bien sûr, il faut pouvoir les intégrer. Oui. Il faut pouvoir les intégrer dans le processus pour qu'eux aussi puissent bénéficier, même ne serait-ce que des conseils et des avis. Même ça peut ne pas être matériel, mais au moins, avec les avis, les conseils, les soutiens, ça peut aussi les soulager.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci, merci Président Obo. Alors justement, j'étais sur le point de demander au professeur Akribi, Akadago Akribi, est-ce que la prise en charge, elle est seulement physique, elle est seulement d'ordre alimentaire et autres financières? Est-ce qu'on se limite à ça pour la prise en charge de ces personnes? Ça permet de revenir un peu sur ce que le comité scientifique a mis en avant. Et ce qui a été mis en avant, je le répète, est parti de la base. Il y a eu tout un questionnaire qui a été donc diffusé au niveau des districts, donc des circuits, des églises locales et des classes méthodistes pour faire remonter la réalité. Et le président l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, les femmes sont les plus touchées parce que même dans la société générale, la femme a une vulnérabilité qui est très différente de celle de l'homme. Ça, c'est vrai. Mais on se rend compte que sur le terrain, il y a des veufs qui ont des besoins sociaux, des besoins financiers. Et cela s'est posé. Mais il y a également, je vous ai dit, un élément très important, c'est le volet psychologique. Perdre son épouse, vous savez, on a eu des témoignages effarants sur ce qui peut être vécu par un homme. C'est comme s'il perdait une moitié de lui-même, sinon les 3/4. C'est la femme qui assure tout ce qui est alimentation. C'est la femme qui est en fait le ministre de l'Intérieur lorsqu'on parle de la maison. Et quand un homme perd son épouse, il a pratiquement tout perdu. Et je parle aussi de pratiques professionnelles parce que hier encore et avant-hier, je parle beaucoup avec des veufs qui disent « mais aujourd'hui, je n'ai même pas de menu, je ne sais pas ce que je dois manger, comment manger ?» parce que c'est ma femme qui gérait tout cela. Je suis malade, je ne sais pas où aller parce que c'est ma femme qui gérait les enfants malades et moi-même. Un veuf m'a dit « je voyage beaucoup, mais ma valise, elle était faite par mon épouse. Je ne sais même pas où est mon passeport. » Donc, c'est une partie de soi et ce n'est pas forcément qu'un problème financier, qu'un problème social. Il y a des veufs qui sont nantis, mais le vide créé par le départ de l'autre, de l'épouse, c'est un vide qui est parfois difficile à combler et qui peut entraîner même une dépression. C'est la raison pour laquelle, j'ouvre une parenthèse, on va voir que de nombreux veufs se marient très vite par rapport aux vœux. Ah oui, c'est le constat qui est fait. Ah oui, et très souvent un peu dans la précipitation. Donc là encore, il y a des choses à faire et c'est la raison pour laquelle cette question de l'année qui porte sur les veuves, les veufs et les orphelins est une question transversale qui touche toutes les structures de l'Église. Et justement, qu'est-ce qui a été retenu pour aider cette population? Alors, pour aider la population, c'est déjà de dire que toutes les structures de l'Église, puisqu'on parle d'un programme de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le programme Naomi, qui a été mis sur pied, toutes les structures de l'Église sont touchées. Les hommes, les femmes, les formateurs, les CODIM, tous ceux qui travaillent pour les enfants et qui travaillent pour les hommes et les femmes. Ce qu'il y a à faire, c'est que nous avons mis en place 6 projets. 6 projets qui ont été déclinés à partir des travaux de la méthodologie scientifique qui a été adaptée aux résultats que nous avons remontés. Et on s'est rendu compte qu'il fallait déjà qu'il y ait un fonds qu'on appellerait le fonds Naomi. Vous savez, quand on doit poser des actes, il faut de l'argent. Oui. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut pouvoir trouver des fonds, trouver des personnes, et nous savons que les méthodistes eux-mêmes déjà sont très généreux en ce qui concerne tout le soutien et que tout ce qui est l'approche sociale fait partie un peu d'une obligation du chrétien. Donc, il y a des collectes spéciales, il y a des éléments qui sont faits, mais bien plus. Il faut aller aussi vers des structures qui sont prêtes à aider l'Église pour prendre en charge cette population. Donc, il faut mettre en place un fonds. Alors, quand je vous parle des différents projets, voyez derrière des spécialistes. Ce n'est pas une histoire de « oui, j'ai l'habitude de faire telle chose, donc moi, je peux le faire ». Non, il faut que ce soit des éléments qui soient bien réglés, qui soient méthodiques pour que cela puisse avancer. Il faut mettre en place une bourse Naomi pour les enfants. On a parlé tout à l'heure de déscolarisation du fait de la perte du papa, du fait de la disparité qui va s'opérer automatiquement. Il faut que les enfants puissent continuer à aller à l'école.
Et ça, c'est le puissent deuxième avoir une axe. formation. C'est le deuxième axe. D'accord. C'est la bourse Naomi. Et pour cela, nous sommes très en relation avec tout ce qui est formation et qui est déjà fait d'ailleurs par notre université, par la Direction générale des écoles méthodistes, c'est d'être regardant sur des enfants qui deviennent orphelins du jour au lendemain, pour lesquels, par exemple, la scolarité n'a pas pu être payée. Vous vous rendez compte, cet enfant sort de l'école, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient certainement un enfant en conflit avec la loi parce que justement, il en veut à la société, mais lui-même, il ne se retrouve pas. Donc, la bourse Naomi est importante. Il faut un conseil juridique. On a parlé de l'héritage. Beaucoup de femmes ne savent même pas ce dont elles doivent bénéficier quand l'époux disparaît. Et on voit comment la famille est déjà regroupée pour prendre tout ce qui reste. Donc, il faut un conseil juridique. Et au niveau de l'Église, il faut que ces personnes puissent être sensibilisées sur le fait qu'elles pourraient avoir des conseils qui leur permettraient justement de pouvoir se prendre en charge. Mais justement, l'Église a un haut conseil juridique qui existe. Est-ce que ce conseil il est associé à toutes vos actions? Bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, c'est une question transversale. Mais maintenant, il est question de mettre en place un conseil juridique adapté à cette question. D'accord. Mais tous les organes de notre Église ont été mis à contribution pour justement exprimer le point de vue et voir comment, de façon concrète, ce conseil sera mis en place. Je prends un exemple. Une dame qui vient de perdre son époux, elle doit pouvoir avoir la possibilité, quand elle vient voir le pasteur ou quand elle vient voir les femmes de l'organisation pour dire j'ai perdu mon époux, je ne sais pas comment faire. Ah tiens, il y a telle personne qui peut te conseiller sur la base des dossiers que tu as. C'est important. D'accord. C'est important. Alors donc il y a ce conseil juridique, il y a un centre Naomi. On a pensé à un centre Naomi parce que la présidente des femmes vous a dit tout à l'heure, il y a des femmes qui se retrouvent sans rien, qui sont rejetées. Vous savez, ce sont des choses qui n'existaient pas avant parce que le tissu social était fait de telle sorte qu'il fallait prendre en charge ces femmes qui avaient des difficultés. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des veuves qui sont dans la rue, qui ne savent pas comment faire, des enfants qui sont dans la rue. Et ça, on l'a vu parce que si en plus il y a une pathologie comme le VIH-Sida, on ne peut pas garder l'enfant. Il va passer le virus partout. On le rejette. Il y a la stigmatisation, la discrimination. Donc, il faut penser à un centre. Un centre qui sera donc géré de sorte à ce que ces personnes puissent déjà avoir un toit, puissent bénéficier de la parole de Dieu pour être ressourcées, puissent bénéficier aussi d'activités, puissent se ressourcer pour ensuite retourner dans la société, parce qu'il ne s'agit pas de rester seulement dans ce centre. Mais c'est un centre d'accueil important. Okay. Et puis, il y a toute la promotion à faire, et cela, nous continuons de le travailler aussi avec les femmes, l'autonomisation des femmes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à la base, on avait beaucoup de femmes qui étaient dépendantes, mais totalement dépendantes de l'époux, et du jour au lendemain, qui se retrouvent sans rien, qui ne savent pas comment gérer tout cela. Voilà donc les 6 projets, je pense que je les ai tous soulignés, qui font partie du programme Naomi. Et quand on parle de programme Naomi, je vous invite à aller dans la Bible et à lire dans le livre de Ruth l'histoire de Naomi. C'est une histoire édifiante qui montre comment une femme peut justement aller et prendre de l'avant pour continuer de servir son Seigneur et pour permettre l'élévation de sa maison. D'accord. Alors, professeur Louis Aboil, à quand l'implémentation donc de tous ces programmes qui ont été présentés ici? Oui, ce que je voulais dire avant de répondre à votre question, c'est que concernant le centre Naomi, nous appelons de tous nos voeux, n'est-ce pas, la construction de la maison méthodiste de la femme, qui peut nous aller dans ce sens-là. À ma gauche. Alors, c'est justement l'un des points que nous allons aborder avec l'Union des femmes, Madame Marceline Béda, qui nous parlera donc de l'actualité au niveau de la maison méthodiste de la femme. Et puis, il faut aussi rappeler que avec nos partenaires internationaux, notamment le GBGM, nous recevons des fonds, n'est-ce pas, qui nous permettent, n'est-ce pas, au bishop d'assister ces veuves, n'est-ce pas, et ces orphelins. Et nous prenons en compte les veuves et les orphelins et les veufs de
toutes les confessions religieuses. Il n'y a Pas pas, uniquement méthodiste. pas uniquement méthodiste. Ok. Voilà. Et ça, c'est important de le souligner. Voilà. C'est ce que je D'accord. voulais ajouter. Alors, nous restons toujours avec vous, Président, Oui, justement, oui. pour savoir Bah, à quand l'implémentation l'implémentation de tout ce Oui, oui. programme. Alors, nous avons donc un document qui a été élaboré. Maintenant, il s'agit de rencontrer les districts, n'est-ce pas, pour que nous puissions leur donner les grandes orientations, n'est-ce pas, à la faveur d'un séminaire, pour qu'ils puissent aller sur le terrain pour implémenter ce thème-là. Parce que c'est ensemble. Parce que les 6 projets qui ont été énoncés plus haut, ces 6 projets-là doivent être mis en œuvre à partir de l'année 2023. D'accord. 2023. Ok. D'accord, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, rapidement, avec Monsieur Alain André, tout à l'heure, il a été question des orphelins. Rapidement, le Conseil éducation et formation, comment est-ce qu'il gère les orphelins qui arrivent au sein des écoles méthodistes? Que ce soit au niveau du primaire ou de l'université, en quelques mots, rapidement. Merci beaucoup, Madame Begré Olivia. Alors, au niveau du Conseil éducation et formation, par rapport à cette situation-là, le bishop nous avait instruit que l'Église a un rôle social fondamental à jouer. Et avant que nous n'allions au séminaire, il nous a demandé de faire tout pour que les orphelins aillent à l'école, quelle que soit leur situation. Même les parents qui n'arrivent pas à payer la scolarité de leurs enfants à cause de leur niveau de pauvreté, qu'on fasse tout pour les aider. Et c'est ce qu'on fait. Alors, et le gap, comment est-ce que vous arrivez à gérer le gap puisqu'il y a un problème financier, ils ne peuvent pas faire face à la scolarité? Vous savez... Il y a un fonds de solidarité qui existe au niveau des écoles? Non, non. Vous savez, social. l'école, c'est un système. D'accord. Et quand un professeur donne un cours, par exemple, à 500 étudiants, les 500 étudiants reçoivent le cours en même temps. Oui. Donc, certains payent parce que, par la grâce de Dieu, les parents sont vivants, les parents ont les moyens de le faire. Et comme Dieu merci, les orphelins ne sont pas aussi nombreux que ça. Donc, ça fait qu'on arrive toujours à compenser les pertes. D'accord. Mais c'est fondamental. Le bishop insiste là-dessus et nous le faisons. Même parfois, personnellement, on peut s'engager. Parfois, on s'engage à faire face à une situation sociale pour aider l'enfant à aller à l'école. Et quel que soit le niveau, depuis le préscolaire jusqu'à l'université, en tout cas, on tient vraiment à respecter ce principe-là. Parce que quand vous regardez dans la vie, il y a beaucoup d'enfants qui sont naturellement intelligents, mais qui n'ont pas pu aller à l'école, faute de moyens, parce qu'à un moment donné, le soutien leur a échappé. D'accord. Et donc, vous faites face donc à tous ces problèmes que rencontrent ces enfants. Merci déjà pour ce qui est fait. Nous allons poursuivre notre rencontre. Alors, après les veuves et les orphelins, l'Église parle de tradition. Professeur Luyabois, pourquoi le choix de ce thème? Merci. Je le disais tantôt lorsque j'ai parlé de l'article 3 dans les statuts de notre Église, n'est-ce pas? Il s'agit de propager dans la communion des églises universelle la foi chrétienne et surtout mettre l'accent sur qu'on appelle les actions sociales et humanitaires. D'accord. Nous avons commencé par la condition sociale et les problèmes d'héritage des veuves. Et nous avons ajouté des veufs et des orphelins. Et nous sommes rendus compte que cette question, le bishop, dans son argumentaire, a montré qu'on ne peut pas traiter cette question de manière isolée. Vous voyez, c'est un tout. Cette question est en relation avec d'autres questions sociales. D'accord. Donc il faudrait pouvoir les adresser. Dans ce contexte-là, que effectivement, il a dit, bon, c'est comme ça, il faut nous voyons de manière globale, n'est-ce pas, l'Église et les traditions. Parce qu'à la fin, il y a un S. Oui. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, ici, on regorge de plusieurs ethnies. Je crois une 70aine. Hein? Voilà. Donc, il faudrait répertorier donc des différents cas, n'est-ce pas,
et puis mettre l'accent sur où on peut mettre l'accent pour amener le chrétien à vivre sa foi sans avoir peur, sans courir le risque, n'est-ce pas, d'être sanctionné. Je crois que là-dessus, le procès d'Agua-Kribi peut nous dire beaucoup de choses. D'accord. Alors, quelles sont les... Est-ce qu'il y a des actions de manière concrète? Est-ce qu'il y a des actions, puisque vous avez eu à réfléchir justement sur encore la question au cours de l'année 2022, quelles sont les actions qui sont retenues pour orienter le peuple de Dieu à vivre sa foi sans craindre? Alors, il s'agit d'un thème de l'année ecclésiale donc qui touche toutes les personnes qui appartiennent à notre confession, à notre Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Mais l'objectif, c'est justement de réfléchir et surtout d'impacter. Parce qu'il ne s'agit pas de rester fermé en tant que méthodiste, mais c'est de porter la réflexion pour s'ouvrir et pour aider aussi la société à répondre à ces questions-là qui sont adressées. Alors, nous sommes vraiment à l'entame de ce thème, puisque ce qui s'est fait cette année, c'est-à-dire en 2022, ça a été déjà d'accueillir le thème Église et tradition, mais on n'était pas inquiet en termes de réflexion parce que quand on a abordé le thème précédent sur les veufs et les orphelins, on s'est rendu compte qu'à la base, il y a beaucoup de questions qui portaient sur la tradition. Oui. Quand on parle du traitement des veuves, c'est lié à la tradition. Donc, on n'était pas, c'était pas vraiment différent et le président l'a dit, c'était pour ouvrir la question qui est adressée. Et pourquoi? Parce que le chrétien vit dans une société et le chrétien a, je dirais, un background, c'est-à-dire une base. On est tous dans une famille, cette famille appartient à une ethnie, cette ethnie à un village, etc., etc. Donc, il y a des éléments qui font partie de ce qu'on a connu, qui font partie de l'éducation qu'on a reçue. Et la question, c'est de dire, mais ce qu'on fait, est-ce que c'est conforme à notre vie chrétienne? C'est-à-dire comment tous ces éléments peuvent être vus, peuvent être vécus au regard de notre foi. Et c'est important, la question est importante à poser. Parce qu'aujourd'hui, je ne prends qu'un exemple, la pharmacopée africaine. Oui. On s'en détourne souvent, mais on se rend compte qu'il s'agit d'une science. Et que cette science-là apporte beaucoup à la santé des personnes. Donc, est-ce qu'il faut se détourner parce que, justement, ça vient du village, parce que ce n'est pas écrit, etc. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt réfléchir sur la façon et le mystère qui entoure souvent la pharmacopée, qui font qu'on est parfois amené à faire des pratiques qui sont contraires à notre foi et je crois que cette année, engagement. Il y a eu un comité aussi qui a été mis en place. Exactement. Et donc, un comité scientifique a été mis en place. On a été chapeauté entre griffes par le très révérend pasteur Owo, qui nous a permis, avec différents experts, de réfléchir et de porter déjà les prémices de la réflexion. Et on a vu qu'en termes de réflexion, tous les axes de la vie de l'homme, c'est-à-dire de la grossesse de la femme, à la naissance, à la vie adolescente, enfantine, adolescente, la personne âgée, avant ça le mariage, tous ces axes-là font partie d'éléments qui sont régentés dans nos différentes traditions. Et c'est important de réfléchir là-dessus pour permettre aussi aux chrétiens ivoiriens, aux méthodistes, il faut qu'ils se sentent libres au regard de la parole de Dieu. Parce qu'on se rend compte dans la pratique, et ça c'est un peu ce qui ressort des réflexions, puisqu'il y a une présentation à la cours de la conversation de la dernière conférence annuelle, la 17e de notre Église. Il y a eu aussi des échanges au cours de la Journée nationale des laïcs en 2022. Il ressort que beaucoup de chrétiens se cachent. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment répondre. Beaucoup de chrétiens ne vont pas au village parce que chacun a ses raisons. Et c'est important de s'asseoir, de porter la réflexion. Et aujourd'hui, nous sommes donc, pour cette année, parce que vous voyez que c'est un thème qui est très important, qui ne peut pas être réglé en une seule année. Donc, pour cette année, nous sommes au niveau des prémices, des réflexions. Et il y a déjà des pistes de réflexion qui se dégagent. Oui, il y a des pistes de réflexion qui se dégagent et nous sommes en train justement de réfléchir pour avoir une rencontre, un petit séminaire juste début janvier, donc dans quelques jours, pour orienter les différents synodes
qui donc représente tous les districts, qui, pour orienter ces différents synodes, a une réflexion plus appuyée sur ce thème de l'année qui porte sur Église et tradition. Et pour la première partie, ce sera vraiment les réflexions qui sont portées sur la relation qu'on a avec notre Créateur, comment cela est formalisé, comment est-ce que cela se pratique. C'est un peu tous ces éléments qui vont ensuite partir vers les différents événements de vie. Et puis aussi un point fort qui tient vraiment à cœur au bishop, la pharmacopée. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais tout ce qui est alimentation, tout ce qui est tradition, comment est-ce qu'il faut le gérer et quelle réflexion peut être portée pour que nous soyons des chrétiens selon le cœur de Dieu, mais en ne rejetant pas nos traditions. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Alors, le temps nous persécute. Donc, nous allons aller rapidement pour les derniers points. Nous savons tous que la société, elle est fondée et composée d'hommes et de femmes. Et cependant, les femmes sont les plus présentes dans la sphère et même dans l'Église. Avec Madame Marceline Béda, en quelques mots, nous allons parler de l'union des femmes et de l'actualité de la maison méthodiste. Alors, dites-nous l'autonomisation déjà de la femme. Comment cela devient réalité au sein de l'union des femmes? Madame Marceline Béda. Oui. Merci beaucoup pour la question. Alors, avant de répondre à cette dernière préoccupation, je voudrais signaler que les femmes représentent la frange la plus importante dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et à ce titre, elles sont présentes partout. Elles sont présentes et prêtes à servir le Seigneur dans l'Église. Et aussi nombreuses qu'elles sont les plus démunies. Elles sont les plus démunies. Et nous avons pour mot d'ordre la lutte contre la pauvreté. Depuis, je crois, 2015, nous avons traité ce sujet-là quand il a été question de le confier aux femmes. Et pour cela, nous encourageons les femmes, nous les formons à initier des activités génératrices de revenus. Comme quoi, par exemple? Bon, alors, on a commencé d'abord par faire des magasins de vente de pagne. Cela se voit à Divo, à Beauville, à Séquency, et ça les intéresse. Surtout quand il s'agit de vente de pagne, cela fonctionne bien. Et cela leur permet d'avancer financièrement et de prendre aussi une part active au niveau des cotisations, au niveau des finances de l'Église. D'accord. Mais nous avons vu que beaucoup manquaient de moyens pour réaliser ce que je viens de dire, des magasins et autres. Et pour cela, nous avons été formés, délégation à aller donc au Bénin à une conférence pour être formés sur une microfinance qu'on appelle l'AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit. C'est une tontine améliorée. Les femmes se regroupent par nombre de 25 et elles font des cotisations. D'accord. Pour avoir un fonds, pour démarrer les activités. Et ça marche bien? Très bien. Et ce qui est recueilli au bout d'un certain temps, elle peut fixer une durée de 3 mois. Ce qui est recueilli est donné, distribué, octroyé à celles qui veulent des crédits. Nous aurons bien aimé voulu nous étendre donc sur tout ce qui est projet de la femme, mais le temps, comme je l'ai dit, nous persécute. Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui au niveau de la maison méthodiste de la femme? Nous savons que l'Union des femmes a acquis un terrain, a commencé des travaux à ce niveau. Qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes? Merci beaucoup. Alors, depuis février 2022, nous avons commencé à bâtir quelque chose sur le terrain, et précisément la fondation. Nous sommes aux 3/4 des travaux de la fondation. Ah oui. Ah oui. Alors, je voudrais rendre grâce à Dieu qui permet que des bonnes volontés, pas seulement les femmes, nous fassent des dons, des offrandes volontaires. Et pas plus tard que lundi dernier, nous avons reçu d'une sœur qui vit au Canada pour nous soutenir et qui dit que c'est une bonne œuvre qu'il faut soutenir. Donc, nous avançons. Aujourd'hui, même si vous allez sur le terrain, vous allez trouver les ouvriers en train de travailler. Et vraiment, les femmes sont motivées pour que cette maison... Est-ce qu'il y a une idée de la fin des travaux? Non. La fondation va se terminer dans une semaine. Et après cela, nous prions
nous prions que le Seigneur nous aide à terminer la maison en 2 ans. La mobilisation des femmes aujourd'hui, nous savons que sur ce point-là, les femmes, à votre appel, elles sont assez dynamiques et présentes. Comment se fait ou comment se passe la mobilisation des femmes? Merci beaucoup. Sur les événements, sur les rencontres, pour l'Église. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, la mobilisation est faite et le constat est fait sur le terrain. Alors, les stratégies, c'est le Seigneur qui nous les a indiquées et je vais lui rendre grâce pour cela. Nous commençons à la veille d'une activité programmée par la sensibilisation à outrance. Et à ce propos, je voudrais dire merci aux organes de communication de notre Église, particulièrement la radio qui, en amont, annonce l'événement. L'événement est annoncé, l'appel est lancé, la présidente vient à la radio, au micro, pour lancer l'appel. Oui. Et déjà, tout le monde est informé. Donc, la mobilisation commence là, par la sensibilisation. Et ensuite, quand nous devons nous retrouver, nous avons toujours des thèmes à traiter. Et nous recherchons les termes qui touchent le vécu quotidien de chaque femme. Elles ont leurs préoccupations, elles ont leurs problèmes. Je veux citer par exemple le cas des enfants de la rue, des enfants drogués, des enfants qui vraiment beaucoup de vices. Et lorsque le thème touche, si on sait qu'il y a un enseignement sur les méfaits de l'alcool et autres, elles se sentent impliquées. Elles se sentent impliquées, elles viennent. C'est ce que nous faisons souvent à la Convention. Connaissant le sujet d'avance, elles viennent pour être enseignées. Elles repartent et quand nous nous retrouvons 2 ans après ou 1 an après, ça dépend de ce que nous avions arrêté, c'est les témoignages édifiants qui démontrent que le Seigneur est vraiment à l'œuvre et qu'il est avantageux de se retrouver dans ces structures ou dans ces rassemblements pour bénéficier de tout cela. À côté des thèmes qui les mobilisent et qui font qu'elles viennent nombreuses, il y a le coût des activités. Par exemple, la convention. Il y a un coût. Chaque femme doit payer quelque chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut payer le tarif. Donc, le Bureau national, dirigé par vos servantes, va étudier étudier les tarifs qui soient abordables, afin que tout le monde puisse payer. Il arrive même que le bureau paye pour certaines. D'accord. Donc, il y a des mécanismes. Alors, c'est toute une réflexion, qui est faite pour justement intéresser les femmes aux activités de l'Union. Je termine par les contacts que nous entretenons avec nos responsables, j'allais dire dans les districts et autres, nos répondantes dans les districts. Oui, assez rapidement. Il faut que vraiment la présidente essaie d'être toujours en contact. Elle s'informe toujours des nouvelles des présidentes, les visites et autres, ça motive. Oui. Cela motive. Il faut maintenir, donc il faut entretenir le contact. Très important. Tous ces responsables qui vont faire le relais. Et lorsque vous lancez l'appel, c'est tout le monde qui vient, qui répond. Qui termine pour dire que là où nous attendons 500, elles sont 1000. Et c'est pareil pour vous là aussi, où nous Monsieur Obo. 1000, elles sont 2000. Ouais. Merci. Merci. Et c'est pareil pour vous aussi, Monsieur Obo. Les Malheureusement, Madame Begré. Malheureusement. Mais les hommes répondent quand même. Bon, ils répondent grand nombre, mais ils répondent à leur rythme. Oui. Alors, très souvent, comme l'Église nous a demandé, il s'agit de mobiliser des fonds, des ressources additionnelles pour le fonctionnement de l'Église. Oui. C'est notre mission essentielle. Alors, quand on lance les opérations, il y en a qui viennent déposer leur cotisation, leur contribution, et puis ils disparaissent. Et puis, un jour après, ils vous demandent, mais la cotisation là, qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, aujourd'hui, pour nous, les hommes, il faut trouver des moyens additionnels pour mobiliser des ressources financières additionnelles. Nous avons commencé par créer une société qui, aujourd'hui, fonctionne bien. Alors, nous avons fait un dîner gala l'an passé pour mobiliser des ressources, pour mobiliser les hommes à donner des contributions pour nous permettre de passer à une autre réalisation. Donc, nous sommes en train de faire le point, le bilan de toutes les entrées. Et à l'issue de ce travail-là, nous allons voir
qu'est-ce que nous lançons comme une autre opération. En termes d'activités aussi, vous avez quand même des activités qui mobilisent les hommes? Oui, nous avons beaucoup d'activités. On a notre journée de l'homme méthodiste. Ça, c'est vraiment l'activité phare de l'année qui mobilise tous les hommes. Ça, au moins, je peux rendre grâce à Dieu. Là, au moins, ils répondent. Et puis, bon, nous avons les assemblées générales que nous faisons. Nous avons les retraites spirituelles, où cette année, nous étions à Langouanou, où nous avons eu comme thème les hommes méthodistes sur le pas du méthodisme en Côte d'Ivoire. Nous avons dit qu'il fallait que les hommes aillent jusqu'à Langouanou pour savoir comment l'église méthodiste a été créée. Donc nous avons ces activités-là. Quand il y a ces activités, ils viennent. Mais après ça, c'est très difficile. Donc nous, notre problème, contrairement à Mme Beda, quand elle claque le doigt, toutes les femmes se réunissent. Mais moi, malgré... Vous êtes le claquement des doigts, malgré même la radio, vous voyez que maintenant je ne viens même plus faire des communiqués. Bon, il faut revenir faire les communiqués. Revenez faire les communiqués, parce monsieur. Parce que malgré les communiqués, ils n'ont même pas été informés. Revenez faire le communiqué, c'est sûr qu'après cette émission, ils seront beaucoup plus intéressés. Donc, je vais dire que à leurs activités. Nos activités, bon, nous avons sérieux le problème et nous savons comment procéder. Donc, avec ce dîner gala-là, nous allons, je pense, avec l'aide de Dieu, penser à autre chose. D'accord. Pour qu'on ait une autre activité qui puisse générer des ressources additionnelles pour le fonctionnement de l'Église. Alors, sur ce point, le président, rapidement, avant d'aborder le dernier axe de notre les femmes, elles ont une forte capacité de mobilisation. J'ai eu l'honneur, à la grâce de Dieu, de participer à leur convention, n'est-ce pas? Je crois que, comme les femmes, je crois qu'il faut voir les thèmes, n'est-ce pas, fédérateurs. Et puis, nous allons essayer de voir comment on peut mettre en relation l'organisation des hommes et les mouvements civiques de l'Église. Voilà, pour mettre en œuvre des projets, n'est-ce pas, sur le terrain. Exactement. Je crois que c'est une des pistes que nous sommes en train d'explorer ensemble. Alors, il faut noter, hein, Monsieur Obo, c'est une très belle contribution. Alors, nous allons terminer notre rendez-vous. Nous aurons bien voulu continuer plus de 2 heures, pourquoi pas. Il y a toujours de quoi dire sur la vie de l'Église, mais nous allons terminer donc notre rendez-vous sur le dernier axe, le 5e, qui est la formation. Le tableau n'est pas aussi sombre, tant au niveau des hommes, des femmes, et même de la formation, n'est-ce pas, Monsieur Alla? Merci, Madame Olivia Begré. Je crois qu'au niveau de la formation, au niveau de nos structures, je pense que nous sommes sur une bonne tangente parce que nos résultats témoignent vraiment de l'excellence de la formation qui s'est faite dans les structures méthodistes. D'accord. Donc, à ce niveau-là, je crois que le tableau est très reluisant, puisque quand vous prenez les résultats au bac, comme à l'entrée en 6e, comme au CPE, nos résultats sont pratiquement... Sont les meilleurs? En tout cas, sont largement au-dessus des moyennes nationales. D'accord. Vous voyez, quand vous prenez par exemple le CPE, on a fait 94, près de 60% en 2022, là où au niveau national, on était autour de 64%. D'accord. Au niveau du BEPC, nous avons eu une moyenne de 82%, là où au niveau national, nous étions au niveau de 28%. Au niveau du bac, nous avons eu une moyenne de 66%. Là où au niveau national, on était autour de 30%. Donc quand vous regardez, sincèrement, au niveau de nos résultats, on ne peut pas dire que l'école va mal dans l'église méthodiste. Et au niveau du l'école va très bien. Et au supérieur, au niveau du supérieur, au niveau du BTS, nous avons également eu un très bon résultat cette année.
au niveau des autres, comme c'est les licences et autres, ça c'est comme ce ne sont pas des examens nationaux, mais nous venons par exemple d'honorer 321 étudiants, c'est-à-dire au niveau des licences et des masters. Voilà. Et donc je pense que, et là comme vous le voyez aussi, l'université a été classée troisième en ex-aequo avec le CIRAP, troisième meilleure université privée de l'année 2022. Au niveau national. Au niveau national. Et il y a même d'autres partenariats aussi qui au niveau des partenariats, effectivement, les partenariats sont fondamentaux parce que les partenariats nous permettent d'être en mouvement, d'être en relation avec d'autres structures. Et au niveau national, nous étions très accompagnés par l'université Alassane Ouattara, qui est à Bouaké, qui depuis 2013, je crois, nous suit. Et puis, récemment, nous venons de renouveler un accord avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'était le 30 novembre 2022. Et donc, avec ces deux structures étatiques, ça va beaucoup nous aider au niveau de la qualité de l'enseignement, au niveau des mouvements d'étudiants et d'enseignants, et c'est fondamental. Sur le plan international, nous avons le RUPA, c'est-à-dire le réseau des universités protestantes d'Afrique, donc nous venons d'intégrer à ce réseau-là. Nous avons également une convention avec l'université protestante d'Afrique centrale. Donc nous signons des conventions pour que, en étant en réseau, on soit plus efficace. Et au plan national également, nous avons une plateforme de 6 universités privées, à savoir l'UMESI, l'IUA, le FIPA, le CIRAP, l'UKO et l'Université des Lagunes. Donc, parce qu'en fédérant nos énergies, on présente un poids, et quand on va demander quelque chose à l'État, c'est beaucoup plus sérieux que d'aller de façon individuelle. En conclusion, la formation au sein de l'Église, elle se porte bien, elle a son bon point. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, ça va, puisque aujourd'hui, nous sommes en train, au niveau du secondaire, on est en train d'augmenter nos capacités. Au niveau du primaire, c'est la même chose. Au niveau de l'université, nous sommes en train de préparer un dossier pour implanter un autre site à Yamoussoukro. D'accord. Donc, je pense que par la grâce de Dieu, l'éducation au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire fait son chemin et fait son accompagnement à côté de tout ce que l'État de Côte d'Ivoire entreprend. D'accord. Et dans cette formation supérieure, il y a l'ISTA aussi. Oui, l'ISTA, effectivement, notre institut de, et c'est sur l'ISTA que nous allons formation donc, théologique. Et il faut dire que l'ISTA a fait un bon parcours. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 260 pasteurs. Oui. Voilà, 260 pasteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ISTA a ouvert, n'est-ce pas, un master, la formation au master, et également la formation doctorale. D'accord. Et par la grâce de Dieu, en principe, cette année 2023, nous devons pouvoir avoir nos premiers docteurs formés en collaboration avec l'Université protestante d'Afrique centrale, basée à Yaoundé. Parce que, comme le professeur l'a dit, nous avons une convention avec cette université qui nous permet, n'est-ce pas, de former des faits donc de troisième cycle, n'est-ce pas, à ce niveau-là. À ce niveau-là. Voilà, je crois qu'elle peut intervenir là-dessus rapidement. Alors, en quelques mots, parce que là, nous sommes carrément au terme de l'émission. Alors, comme l'a dit le président, je crois que l'Université protestante d'Afrique centrale nous accompagne véritablement à ce niveau-là. Donc, en 2023 déjà, on aura au moins 2 ou 3 ou 4 docteurs. Et je crois que comme l'objectif au niveau de l'Université méthodiste est de pouvoir transformer l'ISTA en UFR. D'accord. Voilà, donc avec ces premiers docteurs plus les anciens, on doit pouvoir véritablement
engager cette réforme-là pour qu'il y ait une grande ouverture au niveau de la formation pastorale. Merci beaucoup, merci à tous. Alors nous sommes au terme de l'émission et l'honneur vous revient, professeur Louis Abois, président national du mouvement laïque, de conclure. L'Église est en marche, l'Église évolue, elle trace les sillons pour que les structures, les conseils et institutions réfléchissent et dégagent, trouvent des voies de solutions pour le bien-être des populations. Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir aujourd'hui alors que nous sommes en train de finir l'année 2022? Je voudrais dire que sous la direction du président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, l'Église est engagée dans une dynamique qui se traduit par la mise en place d'un cadre propice, n'est-ce pas, pour la sauvegarde de la procréation, la protection de la vie et puis la garantie des générations futures. Et ce, sur la base de la mise en œuvre de la vision missionnaire de l'Église. C'est pour cela que nous voudrions donc exhorter les uns et les autres au niveau des conseils, des structures, institutions de l'Église, à continuer, n'est-ce pas, à prendre les dispositions qui sont, allez dire, définies dans nos statuts et règlements intérieurs pour que les missions qui sont confiées aux uns et aux autres soient exécutées, n'est-ce pas, dans les délais, de sorte que la contribution de l'Église à la vie de la nation, n'est-ce pas, puisse continuer et puis surtout être efficiente. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire en sorte que le développement holistique qui est prôné par l'Église, n'est-ce pas, puisse se faire dans un cadre approprié, dans les meilleures conditions pour garantir la vie des générations futures. Parce que pour l'Église, il s'agit de perpétuer et de propager, n'est-ce pas, la foi chrétienne dans la communion de l'Église universelle à travers ces actions de formation et des actions humanitaires. Vous voyez, c'est à cela que nous appelons toute la population. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être méthodiste. N'est-ce pas? Nous vivons dans, qu'on appelle dans un pays où nous devons conjuguer nos efforts. Au niveau de l'Église, il n'y a pas de problème parce que la synergie pasteur-laïque fonctionne très bien et a permis de positionner notre Église aussi bien au plan national qu'international. Donc il s'agit donc d'aller dans ce sens-là et nous sommes convaincus qu'avec les prières de nos pasteurs, les prières du clergé au plan général, n'est-ce pas, et les actions menées par les gouvernants et la société civile, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire va connaître un développement meilleur. Merci, Président. Et dans quelques heures, nous serons donc dans une nouvelle année. Quels sont vos vœux pour les méthodistes et la Côte d'Ivoire entière? Pour l'année 2023, notre prière, c'est que les Ivoiriens s'engagent à travailler de sorte que la procréation, la protection de la vie, la garantie des générations futures, n'est-ce pas, soit assurée pour une marche triomphale, n'est-ce pas, de l'Église vers le royaume. Merci bien, Président. Et les médias de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'inscrivent également dans cette dynamique. La radio La Voix de l'Espérance, la télévision Espérance TV et le journal Écho de l'Espérance vous offrent d'avoir toujours le meilleur sur leurs différents canaux. Nous avons été très heureuses de vous présenter cette émission spéciale sur le plateau. Nous avons reçu le professeur Louis Abois, président national du mouvement laïque, le professeur Akadagwa Kribi Hortense, présidente nationale du Conseil Église et Société, le professeur Ala Dela André, président du Conseil national éducation et formation, et au niveau des structures, la présidente nationale de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie
Côte d'Ivoire, Madame Marceline Béda, et le président national de l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ce magazine a été réalisé par La Voix de l'Espérance et Espérance TV sous la direction de la Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Excellente fin d'année à tous et à toutes et excellente année 2023. Christ seul est mon espérance, sa justice est